Comment vous pouvez dire que votre projet il est d'intérêt public majeur alors qu'on a des milliers de personnes dans la rue qui luttent contre? Je m'appelle Chloé Gerbier, j'ai cofondé l'association Terre de Lutte et je suis juriste en droit de l'environnement. Récemment, avec l'association Terre de Lutte, on a rédigé un manuel juridique contre les projets imposés et polluants. Et aujourd'hui, je suis là pour vous expliquer un petit peu les grandes étapes de ces attaques de projets. Un projet imposé et polluant, quand ça s'installe, une extension d'aéroport, une nouvelle route, un centre commercial, il va y avoir énormément d'informations. C'est aussi ce qu'on appelle l'étude d'impact, elle va contenir toutes ces informations-là. Et nous, il va falloir qu'on aille faire cette bataille de l'information, c'est-à-dire trouver les bonnes informations, voir aussi à quel endroit le promoteur il a fait des raccourcis, à quel endroit le promoteur il a potentiellement caché des choses, comme des zones humides, des espèces protégées, etc. Demander aussi parfois des contre-expertises avec des naturalistes, comme les naturalistes des terres, qui sont des naturalistes en lutte, que vous pouvez contacter sur Internet, et avoir le maximum d'informations, essayer de comprendre, voir là où l'environnement est sensible, voir là où le projet est le plus destructeur, et vous faire votre propre idée du projet. L'information du public, elle va se faire par des process de participation. Au début du projet, parfois il peut y avoir des débats publics, il peut aussi y avoir des consultations publiques, et à la fin des études, il va y avoir une autre phase qui avant s'appelait l'enquête publique et qui maintenant s'appelle consultation parallélisée, dans laquelle on va mettre tous les documents de composition et de préparation du projet à l'accès au public. Moi, je trouve que c'est un moment, une étape où il est hyper important d'aller et de participer pour aussi rassembler nos forces, voir les failles du dossier, contester publiquement certaines informations et certaines publicités que les promoteurs font au projet et pouvoir commencer cette bataille-là. Une étude d'impact, ça peut faire de 500 pages à plusieurs milliers de pages pour les projets les plus imposants. Ça va être un gros document, il va être central dans votre cours, parce que c'est lui qui va donner toutes les informations sur plusieurs choses. Où est-ce qu'on s'implante? Est-ce que c'est une zone humide? Est-ce que c'est un littoral? Est-ce que c'est une prairie, une terre agricole, etc. Est-ce qu'il y a des espèces protégées, par exemple? Est-ce que le projet il est polluant? Et ça va être hyper essentiel d'aller tout examiner. Souvent, l'état de l'environnement est sous-estimé. Et enfin, on va aussi minimiser, toujours, parce que l'idée c'est que le projet y passe le plus facilement possible, les impacts du projet sur l'environnement. Et donc là, ça va être aussi une bataille de l'expertise. On va nous dire que avoir planté 3 hortensias, ça va compenser le fait de perdre une espèce protégée. Il va falloir aller s'armer, lire ces documents qui sont immenses. Donc ça va être vraiment un travail de fourmi, mais qui va être le socle de notre cours ensuite. Le recours, c'est vraiment le document que vous allez rédiger et que vous allez ensuite déposer au tribunal et qui va attaquer une décision. Pour une décision, un recours. Ce qu'on va demander, en fait, c'est l'annulation de la décision du fait de son illégalité. Et ce recours-là, pour le déposer, il faut avoir intérêt à agir. L'intérêt à agir, il vient notamment des associations et il peut aussi venir du statut de riverain ou de riveraine, donc les personnes qui seraient proches du projet, qui seraient impactées. Et notamment en urbanisme, ça marche assez bien. Un des recours qui me semble hyper important, c'est celui dérogation d'espèces protégées. C'est le fait de pouvoir détruire une espèce sous l'excuse de construire un projet qui est d'intérêt public majeur. Déposer un recours en tant que tel, ça ne coûte pas d'argent, c'est gratuit. Si vous perdez votre recours, donc si l'État trouve que finalement le projet est légal, vous pouvez être condamné à payer les frais de justice. Ils s'élèvent rarement au-dessus de 1500-2000 euros. Un recours, il peut être fait sans avocat. Néanmoins, parfois on se retrouve avec des décisions illégales qu'on peut plus attaquer parce qu'on a manqué les délais de recours. Donc je vous conseille quand même de prendre des contacts, que ça soit avec des juristes, que ça soit avec des avocats. Entre le dépôt du recours et l'audience, le droit administratif est très lent. Il peut se passer une année ou plus. Durant cette année-là, il va y avoir des échanges de documents et à un moment, ça va être clôturé pour être audiencé. Très peu de plaidoiries, très peu de grandes démonstrations orales, et plutôt un juge qui va regarder à l'écrit les arguments qui ont été mis en place. À l'audience, vous pouvez ajouter quelques petites choses à l'oral, mais en fait, c'est vraiment une procédure très écrite. Et ensuite, quelques semaines plus tard, 2-3 semaines la plupart du temps, vous aurez la décision, la première décision, si vous avez commencé par le tribunal. Et après cette première décision, si elle vous est favorable, c'est tant mieux, c'est super, vous avez gagné. Et donc potentiellement, en face de vous, soit l'État, soit le porteur de projet peut faire appel. Et si la décision vous est défavorable, vous pouvez vous-même faire appel et aller en cour d'appel. Ce qu'il faut savoir, c'est que de plus en plus, c'est très compliqué d'obtenir des décisions qui sont 100% favorables au collectif. Le juge a de plus en plus tendance à donner des délais de régularisation aux promoteurs. Donc de dire, oui, le projet il est illégal,
mais bon, on va quand même régulariser, on va laisser au promoteur 6 mois pour essayer de faire les changements qu'il faut, etc. Dans l'articulation entre mobilisation et droit, il y a réellement des interconnexions. Le droit ne peut pas tout faire et il faut absolument pas remettre le destin de notre lutte entre les mains du juge, parce que le juge, il va pas nous donner justice, il va juste faire une analyse de petits détails, etc. Quand on parlait de raisons impératives d'intérêt public majeur, quand on parle d'utilité publique, et ben évidemment que si on a des manifs à côté avec des dizaines de milliers de personnes, ça remet en cause ce qu'on pourrait appeler un intérêt public majeur. Évidemment que là, on va faire aussi bouger des limites. Tous les moyens de lutte se nourrissent et il y a vraiment une importance à penser la synchronisation de nos moyens de lutte pour que notre lutte soit victorieuse.